Je représente le comité Champagne au sein de la mission UNESCO, coteaux, maisons et caves de Champagne, car nous avons la chance de faire partie du patrimoine mondial. J'ai grandi dans un village, au sein d'une maison de Champagne, où les caves, leur activité, leur odeur étaient mon quotidien. Elles ont rythmé mon enfance, puis, avec le temps, leur histoire m'a interpellée, je dirais même fascinée, par leur architecture, leur conception. C'est en discutant avec nos anciens qui ont œuvré pour le creusement de ces caves que l'évidence s'est faite. Dans cette craie s'est construit un réseau ingénieux à main d'homme, adapté pour le stockage, la manutention et le travail d'un vin exceptionnel. Ce sont nos cathédrales souterraines. Ce documentaire est le témoignage qu'avec la bonne analyse de ce sous-sol, nous partageons une valeur unique et spectaculaire, celle de ces centaines de galeries, de crayères ou de celliers creusés, dont chaque roche, moellon de craie, maçonnerie, délivre une lecture de notre passé. De cette craie si pure, les générations précédentes en ont extrait l'équivalent de la pyramide de Khéops pour faire naître la magie de la cave en Champagne. Ce sanctuaire, dont la ventilation et l'aération se conjuguent astucieusement, apporte la fraîcheur silencieuse nécessaire à la bonne prise de mousse et au vieillissement du vin de Champagne avant sa célébration en pleine lumière. Tendre et facile à creuser, la craie régule l'eau, offre une température constante et donne ses lettres de noblesse à notre vin. Aucun autre patrimoine ne peut justifier d'un réseau aussi ancien, vaste et sophistiqué que nos caves et crayères. Alors, voici l'histoire de ces caves. Voici comment nous pouvons accompagner cet héritage qui a traversé les siècles pour les générations à venir et dont l'attractivité n'est pas à négliger au sein de notre appellation. Redécouvrons ensemble ce sous-sol extraordinaire, le vôtre, le nôtre, dans les pas de Philippe Tourtebat, expert et amoureux de notre patrimoine souterrain. Alors le patrimoine souterrain, pour moi, c'est une passion. Et j'ai la chance d'avoir un métier qui allie à la fois ma passion et mon travail. Donc ça va faire maintenant presque 50 ans que j'arpente le sous-sol de la Champagne. Et donc à l'origine, c'est l'archéologie, l'étude du sous-sol qui m'a poussé à garder cette passion en permanence. Alors, la mission UNESCO, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important dans la mesure où on prenait en compte les caves de Champagne. Mais en réalité, en prenant en compte les caves de Champagne, on prend en compte le sous-sol. Et puis, automatiquement, on ne peut pas parler de Champagne sans parler de géologie, sans parler de l'origine du sous-sol dans les temps géologiques, qui sont bien sûr au-delà des temps historiques. Et voilà, donc il y a cette conjonction de phénomènes, de choses qui font que cette passion du sous-sol, elle est toujours là pour le champenois, pour le vigneron, comme pour celui qui s'intéresse aux caves. Alors la majorité du vignoble champenois est posée sur un sous-sol crayeux. On va dire qu'on a donc une plaine crayeuse. Et puis on a des massifs qui arrivent un petit peu en périphérie, où on a des formations, des calcaires un petit peu plus récents ou un peu plus anciens. Il faut rappeler que la craie est une roche calcaire, donc surtout constituée de carbonate de calcium. En réalité, la craie, elle s'est constituée il y a environ 80 millions d'années, entre 70 et 80 millions d'années, à une époque où il existait une mer chaude qui avait une faible profondeur, environ 100 mètres, et dans cette mer vivaient des micro-organismes marins. Ces micro-organismes marins vont s'accumuler pour former une boue marine qui va plus ou moins se solidifier pour constituer la craie. Une grande particularité de la Champagne, c'est d'avoir
plaine crayeuse, une des plus importantes au monde, si ce n'est pas la plus importante. Actuellement, on a des formations crayeuses qui se mettent en place, suivant les mêmes faciès géologiques, dans des régions comme la Nouvelle-Calédonie. Donc la craie, c'est vraiment un élément incontournable du Champagne. La craie en surface, elle est assez fragmentée. Elle est assez fragmentée parce que il y a eu des mouvements géologiques, des mouvements du sol, et puis il y a aussi les périodes de gel et de dégel qui font que cette craie est altérée. Donc il faut descendre environ à une profondeur de 10 mètres, 10 à 15 mètres, pour trouver une craie compacte qui permette de l'utiliser pour la construction. Cette craie compacte, en Champagne, elle est très pure, c'est-à-dire qu'elle est très blanche. Elle a peu d'oxyde de fer, donc c'est une craie qui va se solidifier dans le temps. Donc on va sortir des blocs, et puis on sortira également des plus petits blocs pour faire de la chaux, parce que par calcination de la craie, on obtient de la chaux. Et la chaux, ça va servir à faire les mortiers, avec du sable et de l'eau, qui vont permettre d'appareiller l'ensemble des maçonneries en craie. Alors les quantités de craie extraites dans le sous-sol champenois sont énormes. Reims, Épernay, tout cela va représenter des millions de mètres cubes. Nos grandes pyramides, elles sont dans le sous-sol, puisqu'on dépasse largement les 4 millions de mètres cubes de craie extraite au cours des siècles. On va creuser de façon réduite au départ. On va commencer par faire un puits assez réduit, et plus on va descendre en profondeur, plus ce puits va s'évaser vers le bas, parce qu'on va chercher la roche compacte. Et on va descendre jusqu'au niveau de l'eau. On va descendre dans des profondeurs qui vont aller de 40 jusqu'à 70 mètres pour les profondeurs les plus importantes. Tous ces éléments ont permis l'établissement des caves de Champagne. Alors, le grand phénomène qu'il faut quand même avoir en tête, c'est un petit peu la locomotive de la mission UNESCO, c'est le recyclage des grandes carrières de craie. Le recyclage des grandes carrières de craie, notamment pour Reims, où on a un creusement qui couvre, il faut le rappeler, plus de 100 hectares. On va donc extraire des millions de mètres cubes de roches crayeuses, et ces carrières vont être laissées à l'abandon au XIXe siècle. Et à ce moment-là, on a une émergence des grandes familles des maisons de Champagne qui vont récupérer ces carrières pour y installer leurs caves de Champagne telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un phénomène très important, parce qu'on a déjà là une réutilisation de carrières. Alors qu'aujourd'hui, les carrières, on a tendance à les abandonner et à ne les considérer que sur le risque qu'elles représentent et non pas le patrimoine qu'elles représentent. Donc ça, cette première famille je dirais, de caves de Champagne est quand même très typique au monde champenois. Ensuite, on a la famille la plus répandue des caves. Ce sont des caves semi-enterrées. On se trouve ici dans une cave semi-enterrée. Ce sont des caves qui vont être maçonnées. Donc ça, je dirais, c'est ce qui va caractériser la totalité de l'habitat vigneron en milieu rural. On a aussi le surcreusement de caves dans la craie, parce que la craie est une roche tendre. Donc, dès qu'on va pouvoir s'installer en zone crayeuse, alors ça concerne les villes de Reims, ça concerne les villes d'Épernay, notamment Épernay, où là, on va avoir un surcreusement à la fin du XIXe et au début du XXe siècle par les grandes maisons de Champagne. On va creuser comme ça des kilomètres de galeries parce que c'est facile à extraire, c'est facile à creuser, et là, on a une typicité de galeries. On a des formes de galeries qui s'adaptent au travail des vins de Champagne, et notamment la dimension des fûts, la dimension des tonneaux. Donc ça, on aura cette typologie de cave qui va être spécifique, notamment pour la ville d'Épernay. Donc, et puis on a des caves aussi réalisées en maçonnerie de roches calcaires plus dures pour les formations géologiques
qu'on va trouver sur la région de l'Aube, sur le Bar-Sécanet, sur la côte des Bars. On va trouver des caves qui, elles, vont être entièrement construites en roche calcaire. Et on peut citer notamment des caves monastiques qui sont vraiment très intéressantes, qui vont être installées à partir de l'époque de Bernard de Clairvaux, c'est-à-dire dans les années 1150-1180. Alors toutes ces caves forment un patrimoine. On a une façon de les construire. On va donc avoir un besoin, mais automatiquement, on a déjà un patrimoine de par leur architecture. Et toutes ces caves vont souvent servir de refuge. Alors ces caves vont servir de refuge à toutes les époques parce que, en réalité, ça permet de s'y cacher, de s'y protéger. Et puis ces caves vont surtout servir de refuge pendant la Première Guerre mondiale. Et on va donc avoir des traces laissées par les occupants sur les murs. Donc les graffitis constituent des traces importantes. Les graffitis ne permettent pas une datation de la cave, elles permettent de nous indiquer le moment, à un moment où on va occuper cette cave. Donc on va avoir des graffitis à toutes les périodes, je dirais du Moyen-Âge jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis on aura également des sculptures, on aura des grandes commandes de sculptures dans certaines maisons de Champagne, dans certaines caves. On va commander spécifiquement des œuvres d'art qui vont être réalisées. Et puis on aura également des sculptures un peu plus importantes parce qu'il y a, pendant la Première Guerre mondiale, des gens ont séjourné pendant plusieurs années dans le sous-sol et donc vont un petit peu s'exprimer sur les murs de cette roche tendre et facile à sculpter. Alors le paysage de Champagne, on le considère aujourd'hui sur son aspect de surface. On a le vignoble, on a les grands monuments historiques, mais en réalité, ce qui est fondamental au niveau de la mission UNESCO, c'est cette transversalité du paysage. On doit lui ajouter le paysage souterrain. On a un paysage qui fonctionne de façon transversale, et ce paysage ne s'arrête pas qu'à la vigne. Le sous-sol est indispensable à l'élaboration du champagne, et le sous-sol crayeux, c'est le lieu où le vin va retrouver la craie. Et évidemment, comme ce paysage souterrain, on le voit moins que le paysage de surface, sur certains endroits, ce paysage souterrain est menacé. Un visiteur qui vient en Champagne va vouloir découvrir deux choses. Le champagne, par la dégustation, et la cave, c'est-à-dire l'endroit magique où s'élabore ce champagne. Donc ce binôme-là est incontournable. Aujourd'hui, en Champagne, il est donc important de sauvegarder nos caves. Automatiquement, c'est une demande touristique. La mission UNESCO, pour moi, m'a permis la transmission de tout ce que j'ai accumulé au cours de ces 50 dernières années. Donc ça, c'est important parce que ça doit permettre une transmission du savoir lié au sous-sol champenois. Et c'est bien ce dont il s'agit, puisque la mission UNESCO ne s'est pas trompée, l'UNESCO ne s'est pas trompée en indiquant cave, coteau, maison de Champagne. On a cette trilogie qui est indissociable. Les nouvelles technologies d'élaboration du champagne font qu'aujourd'hui, on ne creuse pratiquement plus de caves. On se sert toujours des caves pour la maturation des vins de Champagne, mais de façon beaucoup plus limitée. Donc, il s'agit bien d'un patrimoine à préserver. Donc la mission UNESCO a souhaité élaborer un guide pour la conservation des caves, car la première chose à faire, la plus importante, c'est de conserver ce joyau, ce patrimoine souterrain. Alors le guide de conservation des caves se veut surtout comme un outil pratique, un outil accessible, un outil qui permette la conservation et la sauvegarde de ces caves afin que ce patrimoine puisse devenir le patrimoine de demain.
Alors conserver les caves, c'est pas figer les caves, c'est sauvegarder un patrimoine pour que ce patrimoine puisse être utilisé par les vignerons, par les différents acteurs de la filière du champagne, pour les visiteurs de demain ou pour des projets innovants. Alors ce guide, il fonctionne en 3 parties. La première partie, c'est déjà comprendre comment fonctionne une cave, qu'on soit dans la craie ou que l'on soit comme ici, dans une cave maçonnée. La deuxième partie, c'est une partie qui va concerner sur les outils pour conserver, pour sauvegarder. Quels sont les outils que l'on peut avoir, qui existent pour permettre la sauvegarde de cette cave. Et puis la troisième partie, c'est une partie qui va permettre une action, c'est-à-dire l'action de consolidation, de confortation. Donc il existe différents moyens, et ces différents moyens sont évoqués dans la troisième partie. L'innovation dans ce guide, c'est de proposer une approche patrimoniale. Cette compréhension du patrimoine permet d'avoir une nouvelle méthodologie, et dans ce guide, on propose l'élaboration d'une petite carte, d'une carte de base géotechnique qui va allier patrimoine souterrain, patrimoine de surface et risque du milieu souterrain. Ensuite, ça doit permettre une progression, cette progression au travers de projets. Et là, l'avenir est devant nous.